7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin urgentiste à Paris, vous êtes également syndicaliste. Vous avez été l'un des premiers à dénoncer la pénurie de soignants, le manque de lits dans les hôpitaux, cette crise qui dure et qui s'accentue forcément en période estivale. On l'a vu cet été un peu partout en France. On imaginait pourtant une révolution sanitaire, un plan de sauvetage des hôpitaux après la crise du Covid et finalement rien, visiblement. Patrick Pelloux, qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux en France depuis plusieurs années maintenant ? C'est la casse du service public qui est voulue et quasiment institutionnalisée, qui est aggravée par le fait que, si vous voulez, nous n'avons plus du tout de continuité politique depuis des années, avec des ministres, je crois qu'il reste en moyenne 6 à 9 mois maintenant. Donc c'est absolument impossible de faire une politique sanitaire correcte. Donc, du coup, vous avez cette casse de l'hôpital public avec des dizaines de milliers de lits qui sont systématiquement fermés. Vous savez, ça a été même... on était tous tombés de notre chaise, vous savez, puisque vous rappeliez la crise sanitaire du Covid, notamment. Quand le président de la République avait eu un discours vraiment qui ressemblait beaucoup à ce que dit Olivier Besancenot quand il avait dit quoi qu'il en coûte, mais la santé n'est pas une marchandise, etc. Bon, nous on avait dit c'était incroyable. Et en fait, par derrière, en fait, ils ont continué la casse de l'hôpital public. Et là, si vous voulez, la crise qu'on vit cet été, j'insiste parce que vous avez un blackout des médias nationaux là-dessus. C'est parce qu'en fait, vous avez une loi qui est passée en décembre, d'accord, permettant aux directeurs d'hôpitaux de fermer les services d'urgence, en gros, quand ils veulent. Alors, faut qu'ils argumentent un petit peu, mais vous savez, tout le monde arrive à argumenter quoi que ce soit facilement dans l'hôpital. Donc, d'un coup, c'est la première fois que nous apprenons. Donc là, si vous voulez, nous, on passe à l'Association des médecins urgentistes de France, on passe notre temps à recevoir les avis des collègues qui disent, bon, ben voilà, on a fermé. Voyez. Donc là, d'un coup, vous avez les collègues de Draguignan, de Manosque, qui sont des zones éminemment touristiques, qui disent, ben voilà, on a fermé. On a eu un polytraumatisé au moment des Jeux Olympiques. On n'a pas voulu parce qu'on était un peu dans cet élan national de dire que bon, bah écoutez, c'est la trêve olympique, soit allons-y comme ça. Et un polytraumatisé dans le sud qui a attendu plusieurs heures qu'on trouve des moyens pour y aller. Parce que, si vous voulez, c'est le jeu des dominos, c'est-à-dire que les services d'urgence se sont cassés la figure. Maintenant, ce sont les SMUR, si vous voulez, les véhicules du SAMU qui vont au domicile des gens qui se cassent la figure. Il y a une parole de moins 10 ans en disant bon bah écoutez, on n'a plus assez de médecins, donc maintenant bah écoutez, on va faire des infirmiers de pratique avancée pour remplacer les médecins. Bon, voilà. Et en fait, c'est une vraie dégringolade. Et vous savez, parler des urgences, c'est parler de l'hôpital, et c'est pas parler seulement de l'hôpital, c'est parler de vous, de nous, de toutes celles et tous ceux qui viennent aux urgences. On a dépassé les 21 millions de personnes qui viennent dans les services d'urgence. Il y a vraiment une question qui dépasse, en fait, si vous voulez, la seule question syndicale et des malades. Oui, non, mais il y a urgence, c'est le cas de le dire. Et vous avez évoqué ce blackout dans les médias, le fait que les grands médias n'évoquent pas cette crise qui pourtant dure, qui s'est presque accentuée. On a l'impression depuis la crise sanitaire, on s'attendait à un grand plan Marshall. D'ailleurs, c'était prévu, un plan. Je ne sais plus comment il l'appelait, le plan des hôpitaux. Oui, c'était ils avaient même, parce que vous savez, dès qu'ils veulent dire quelque chose, ils ressortent le mot historique du Ségur. Oui, voilà, exactement. Et il y avait eu un investissement de 19 milliards d'euros, je crois, durant ce Ségur. Non, pas du tout. En fait, ils ont gagé de l'argent qu'ils avaient prêté en fonction du recouvrement de la dette. Vous voyez, en gros, c'est un truc d'embrouille. C'est comme quand vous allez voir votre banquier ou votre assureur, il vous embrouille toujours comme ça. Donc, on s'est fait embrouiller comme ça. Voilà. Donc, en gros, ça a tout pété parce que, par exemple, ma génération, on a perdu 4 échelons salariaux. Voilà. Ah ouais.
et de progression, 4 échelons. Bam, on ne les a jamais retrouvés. Euh, on leur avait dit, si vous faites quelque chose, il faut absolument faire que notamment les indemnisations de garde de nuit des universitaires soient égales à celles des praticiens hospitaliers, parce que le travail de nuit et de permanence des soins, c'est un travail qui est commun à tout le monde. Ils n'ont pas voulu, donc vous avez un écart considérable. On avait demandé à ce que, notamment, parce qu'il faut savoir que quand les médecins libéraux font des gardes de nuit, de la permanence de soins, ils sont défiscalisés. Okay. C'est pas rien, parce qu'en gros, ça leur fait 30 à 40% de plus d'indemnisation par rapport à nous. Bon, ça, ils n'ont pas voulu non plus. Donc, en fait, le Ségur, ça a été une vaste fumisterie, hein, pour le dire clairement. Alors, les milliards sont soi-disant arrivés. Évidemment, généralement, c'est des milliards qui sont mis sur, si vous voulez, les dotations de matériel ou de bâtiments ou de bâtis. Mais surtout pas, ils ne veulent jamais permettre au personnel d'être recruté, et puis les augmentations salariales, tout ce qui est réclamé. J'en veux pour preuve encore un exemple. Hein. Là, ça y est, on est fin août, ça y est, la guerre sur les primes des JO a commencé. On s'est totalement fait avoir. Enfin bon, c'est assez triste, hein, de voir la gestion de l'hôpital public. Hein. Mais comment vous arrivez à expliquer peut-être justement cette absence de gestion ou d'intérêt même porté à ce sujet? Parce que ça a été quand même un sujet très important, évidemment, encore une fois, pendant la crise sanitaire. Encore une fois, on s'attendait à un énorme changement, un investissement colossal, des milliards d'euros, il l'avait annoncé. Finalement, là, vous me dites que rien n'a été fait, que rien n'a changé, voire même que ça s'est empiré. Est-ce que vous pourriez même dire qu'aujourd'hui, le système hospitalier français est sous-développé? Ah, dans certaines régions, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Hein. Je pense notamment au monde rural, ou même des agglomérations, si vous voulez, quand vous entendez les fermetures, par exemple, des urgences de Saint-Tropez de manière régulière, quand vous entendez les collègues en Aquitaine, en Poitou-Charentes, en Bretagne, etc., qui vous disent on ne trouve plus personne veut venir faire des gardes de nuit, des urgences. Là, on a été encore saisi sur des établissements qui ne trouvent plus du tout de chirurgiens pour travailler dans le domaine public. Donc, d'un coup, tout part dans le privé. Non, il y a une vraie casse. Vous savez, je crois, si on remonte à si on remonte à la dernière campagne présidentielle, et vous savez, on nous avait fait le coup des cahiers de doléances. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. Oui. Voilà, bon, on y avait plus ou moins participé, hein, puisqu'ils avaient osé prendre l'acronyme du Conseil national de la résistance pour dire le Conseil national de la renaissance ou réforme, je sais pas, tout le monde s'en fout d'ailleurs, mais on a participé à tout ça, Et c'était étonnant de voir que la première chose que les maires des communes, des petites, moyennes agglomérations, la première chose qu'ils disaient, c'était l'accès aux soins. C'était, on a un problème, les gens ne peuvent plus se faire soigner. Vous leur avez dit, alors vous savez, il faut arrêter de dire que les Français ne sont pas obéissants. Les Français sont très obéissants, parce que d'un coup, quand on leur dit il faut un médecin traitant, ben, ils cherchent un médecin traitant. Ah, ils n'en trouvent plus. Bon. Et donc, du coup, eh ben, tout ça, en fait, c'est passé à l'as. Je vous rappelle, hein, que normalement, hein, alors le temps presse, hein, parce que là, on est début septembre, hein, en fait. Hein, le président de la République avait dit que décembre 2024, hein, quand François Braun était ministre, hein, François Braun qui venait de SAMU-Urgences de France, hein, qui a mené sa barque très, très judicieusement, eh ben, il n'y avait plus du tout d'attente au niveau des urgences. Il va falloir qu'ils se dépêchent, parce que sinon, dans 4 mois, résoudre le problème de près de 60 000 personnes qui viennent par jour dans les services d'urgence en France, et avec tous les problèmes qu'il y a. Hein, regardez ce qui s'est passé à Nantes. Hein, ils ont fait un tableau, et on sait, on l'a démontré scientifiquement, donc avec des preuves, avec des mathématiques. Plus vous attendez aux urgences, notamment les personnes âgées, plus il y a un risque de mortalité élevé. Bon, voilà, ils ne veulent pas entendre. Et après, vous avez en ricochet un truc dramatique, parce que bien sûr, les gens se plaignent, ils ont raison de se plaindre. De toute façon, voilà, c'est le recours à la justice.
Et ben là, les médecins se retrouvent tout seuls. Et quand ils se retrouvent seuls, ils arrêtent. Ils rattachent le stéthoscope au clou de la porte et ils s'en vont. Voilà. Et ce qui fait que là, nous avons une baisse drastique et majeure des urgentistes en France. Et c'est vraiment terrible, vous savez, en fait, ça. Oui, vous le voyez autour de vous, j'imagine, des collègues qui s'arrêtent Tout ou le qui... temps. Mais tout le temps. Puis vous savez, vous voyez la crise, là, parce que j'ai vu le titre Le Monde a titré crise des internes et des urgences. Mais le truc est lié. C'est quand vous êtes jeune que vous faites des gardes de nuit. Parce que ça, on a du mal à faire passer le message aux politiques, mais vous usez votre santé à faire des gardes de nuit. Bon. Donc c'est les jeunes qui doivent faire des gardes de nuit. Bon. Quand vous regardez ce qu'on fait subir aux internes, moi, à chaque fois, je le dis, mais il manque plus que les épreuves physiques et sportives pour bien les sélectionner. Bon, là, ils ont renoncé, en fait. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a une crise des internes. Ils ont renoncé à passer un examen qui est complètement dingue. On leur demande non plus, parce que logiquement, vous passez un examen, vous êtes reçu avec la moyenne. Ouais. Depuis, vous voyez, vous avez fait aux études, j'ai fait la moyenne, 10 sur 20. Bon, voilà, on est moyen, mais on a réussi. Là, ils leur ont mis la barre à 14,5 sur 20. Donc, ils ont dit, mais... Alors, et à côté de ça, vous avez donc, je ne sais plus, en parlant du gouvernement, je ne sais plus de quel gouvernement il faut parler, d'ailleurs, ça ne m'entend pas tant, mais enfin bon, d'en parler. Mais le truc, c'est que, du coup, ils ont dit, on va envoyer des ambassadeurs dans les pays étrangers chercher des médecins pour venir les faire travailler en France. À la bonne heure, très bien, bonne idée. Le problème, c'est que les pays où on va les chercher, ils disent, mais vous nous piquez nos médecins pour soigner nos concitoyens. Donc, mais c'est là, mais on n'est cul par tête, pour dire. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de politique sanitaire visiblement. Pour vous, l'une des solutions, ce que vous disiez au départ, en fait, l'un des problèmes, en tout cas, de cette crise, c'est l'absence de constance en politique, c'est le fait que des ministres, en fait, passent au bout de 6, 7, 8, 9 mois. Ce qui pourrait permettre éventuellement de tenir peut-être un cap, ce serait justement l'installation d'un... Non, écoutez, ce qu'il faudrait, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat, il faut qu'ils se remettent autour de la table et qu'ils donnent des priorités. Et que ces priorités soient gravées dans le marbre et qu'on n'en sorte pas. D'abord, définir ce qu'est le service public hospitalier. Deuxièmement, il faut abroger cette loi disant que les services d'urgence peuvent fermer quand ils veulent. Oui. Troisièmement, il faut réitérer l'exception française qui est une qualité, c'est-à-dire que vous avez des médecins avec le SAMU qui arrivent à domicile. Ça, c'est hyper important. D'accord ? Quatrièmement, que l'ensemble des médecins, à partir du moment où vous cotisez au Conseil de l'Ordre, je sais que quand je dis ça, je ne suis pas aimé par certains de mes collègues, mais je pense que tout le monde doit participer de près ou de loin à la permanence de soins, quelle qu'elle soit. D'accord ? Je comprends je comprends, mais si vous voulez, c'est usant parce que vous avez une société qui a changé. La composante autant n'est plus la même. Vous avez des gens, d'accord, au milieu du XXe siècle, en gros, tout le monde faisait dodo à 22h, 23h. Là, maintenant, nous avons des vies qui se déroulent H24 et qui sont très difficiles. D'autre part, nous avons une violence dans la société que nous prenons de plein fouet aux urgences. Régulièrement, vous avez les agressions, les violences, et on se les prend de plein fouet. Bon, tout ça, ça fait que d'un coup, il faut une grande politique. Et la première des choses à mettre en place et qu'ils ont quasiment abandonné, c'est bien sûr l'accès aux soins psychiatriques et pédopsychiatriques. C'est vraiment la priorité. Les gens sont dans une souffrance majeure. On voit des articles très bien écrits qui sont diffusés dans la presse. Oh là là, c'est dramatique, les jeunes ne vont pas bien. Bon, d'accord, et qu'est-ce qu'on fait ? On fait des dîners en ville. La bonne chose. Très bien, ça sert strictement à rien. Bon, parfait. Bon, du coup, il y a cette priorité. Et puis, vous n'avez pas d'hôpitaux publics et de services d'urgence sans les chirurgiens. Donc, il faut une grande politique
pour réactiver la chirurgie publique, d'accord? Et alors après, moi, je ne prétends pas qu'il faut réinventer le XXe siècle, c'est pas ça. Il faut qu'on soit moderne. Et pour être moderne, la première modernité, c'est de considérer l'ensemble des personnels, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignants, les agents hospitaliers, les manip radio, les biologistes, etc., etc. Et vous savez, moi, je me souviens, hein, quand c'était Buzyn à l'époque qui m'avait dit « Ah non, en novembre 2019, non, 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 on ne peut pas augmenter les salaires des personnels, ça coûte trop cher, on n'a pas. » Puis pouf, 5 mois après, hein, vous aviez le président de la République qui disait allez, quoi qu'il en coûte et tout. Et puis on avait réussi finalement à augmenter un petit peu, insuffisamment, mais un petit peu les salaires des personnels, ce qui, soit dit en passant, vu qu'ils sont souvent tous vraiment sous-payés, bah, cet argent, il est tout de suite passé dans la consommation. Donc, je ne suis pas économiste, mais c'était tout bénef pour l'État. Bon, voilà, et pour la nation. Donc, du coup, si vous voulez, moi, ce qui me met hors de moi, et c'est vraiment un débat politique majeur, c'est les gens. C'est d'aider les gens. C'est d'aider les plus pauvres, les plus démunis, les sans-papiers. Je sais que vous en faites des débats, mais écoutez, si on ne les soigne pas, ils vont diffuser des maladies. Et donc, si on les aide, on montre l'humanité et le fait qu'on a toujours porté ça. Et contrairement à ce qui est raconté, ça ne coûte pas si cher que ça, parce que justement, c'est de la bonne prévention. Et notamment de la prévention sur les cas psychiatriques. Ça, c'est super important. Mais quand vous voyez, hein, à Paris, on a monté des consultations de psychiatrie, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut en plus des traducteurs, etc. Mais personne nous aide. Donc d'un coup, évidemment, tout ça engendre la violence. Ouais. Moi, je pense, si vous voulez, et droite comme gauche, c'est la même chose, c'est juste qu'ils se mettent tous autour d'une table. Je suis peut-être totalement utopiste, mais pour vraiment répondre à ces questions, nous ne serons jamais on ne serons jamais une société du 21e siècle en cultivant les inégalités de la population comme on est en train de le faire à travers l'hôpital public. Ouais. Bah écoutez, je vous laisse terminer avec ces mots. Je vous remercie Patrick Pelloux d'avoir accepté notre invitation, nous avoir expliqué un petit peu voilà ce qui se passe aux urgences dans les hôpitaux en France. C'est pas très rassurant. On verra bien si le nouveau gouvernement prend possession de ce sujet-là. En tout cas, merci encore et Merci à vous. à très bientôt sur Radio Courtoisie.